Pierre de George Sand. Alors ouais, moi ce soir, pour faire honneur à l'intitulé de ma chronique, je vais vous parler d'une entité démoniaque, qui est un peu l'entité démoniaque suprême, siège de tous les plaisirs et de toutes les souffrances depuis des millénaires. J'ai nommé le couple. Le Ouais, ça fait peur. Alors pour ça, je vais m'appuyer sur l'œuvre prolifique d'un homme, Jean-Georges Lemaire, qui est un psychiatre et psychanalyste français né en 1927. Jean-Georges Lemaire a été, entre autres, professeur de psychologie clinique à l'université Paris-Descartes et directeur du centre médico-psychopédagogique du centre hospitalier de Versailles. Ses principaux ouvrages prennent appui sur les thérapies de couple ou familiales qu'il a menées tout au long de sa carrière. Le livre dont je vais vous parler ce soir a été écrit en 1979 et c'est un élément qu'il faudra garder en tête tout au long de cette chronique. En effet, pour cette raison, le livre comporte quelques anachronismes et présente une vision exclusivement hétéronormée du couple. Donc voilà, c'est un truc, c'est vrai, qui peut être remis en question. C'était une époque. Ouais, aujourd'hui. Ce livre, donc, il s'intitule « Le couple, sa vie, sa mort » et il se donne pour mission d'analyser les phénomènes psychiques complexes qui président à la formation et à la déformation du couple humain. La première moitié du livre analyse les mécanismes mis en œuvre dans le choix initial du partenaire, tandis que la seconde partie interroge l'évolution du couple au fil des années. Je ne vous cache pas que cette lecture m'a été conseillée par un professionnel qui, de toute évidence, m'a un petit peu surestimé, tant c'est un livre, certes passionnant, mais surtout complexe. Je vous propose donc ce soir d'essayer d'en synthétiser la première partie, celle qui porte sur le choix initial du partenaire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un petit rappel historique. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote? Vous avez reconnu, hein, Jacouille, la fripouille et Dame Ginette. Dans le Père Noël... Non, pardon, excusez-moi, les visiteurs, pardon, autant Oui, pour moi. Ouais, Autant pour moi. Réplique culte. Tout à fait. ouais. Alors au début de son livre, Jean-Georges Lemaire nous rappelle effectivement que le mariage à l'époque classique était davantage un contrat alliant deux familles et aboutissant à une forme d'organisation, assurant la procréation, la distribution du patrimoine et sa conservation, sans que pour autant les deux partenaires aient une très grande obligation de relations amoureuses. Seule l'obligation sexuelle faisait officiellement ou implicitement partie du contrat, ce qu'on appelait alors le devoir conjugal. Ce lien ne comportait pas nécessairement une union psychique profonde comme on l'exige fréquemment aujourd'hui. Cela n'empêchait pas qu'elle se réalise parfois chez un certain nombre de couples. La durée moyenne de vie du couple humain était à peu près 3 fois moindre il y a 2 siècles. Le problème de la persistance d'un lien d'une telle intensité psychique se posait donc peu à l'époque. Le problème se pose différemment de nos jours où l'exigence d'intimité est grande, en même temps que mari et femme voient se prolonger leur vie commune pendant des décennies, un demi-siècle en moyenne, après s'être unis très tôt dans leur existence. Pendant ce temps-là, il est demandé au couple de fournir l'ensemble de ce qui est objet de désir sur le plan affectif. L'amour-passion, l'amour-tendresse, l'amitié, la connivence intellectuelle, le partage du travail, l'éducation en commun des enfants, à quoi s'ajoute encore non plus l'ancienne obligation sexuelle, mais l'obligation de la jouissance. Alors, j'attire une nouvelle fois votre attention sur le fait que le livre a été écrit en 1979. Je suis pas certaine que tous les mariages célébrés en 2021 puissent prétendre durer un demi-siècle, mais c'est ce que je me disais. Oui. Ouais, alors j'ai une petite pensée pour Lydie avec qui on en parlait hier. Oui. Mais surtout avec autant d'injonctions. Ouais, mais bon, on dit pas que c'est pas possible, mais on dit que bon, c'est peut-être plus compliqué. La mode est un peu plus au divorce. Oui, moins évident. En tout cas, ces couples, voilà, qui duraient un demi-siècle, correspondent en effet à la réalité d'une certaine génération, en l'occurrence celle de mes parents, hein, qui sont mariés depuis un peu plus de 40 ans. Et oui, on les embrasse. J'embrasse les miens aussi, qui sont mariés aussi voilà. Bientôt depuis 40 ans. Quoi qu'il en soit, c'est à cette notion de durée que Jean-Georges Lemaire vient adosser la définition du lien conjugal, durée qui s'accompagne, d'après lui, d'un potentiel de conflictualisation. En règle générale, dit-il, une relation amoureuse conçue comme passagère doit apporter au sujet des satisfactions immédiates, et elle est abandonnée dès qu'elle ne les donne plus ou dès qu'elle s'accompagne de difficultés. Ce qui caractérise au contraire le lien que nous appellerons conjugal, c'est cette capacité de supporter la souffrance et le conflit. Alors à la lecture de ces quelques lignes, j'ai malheureusement été forcé de constater que la plupart de mes partenaires se sont inscrits dans le premier schéma, celui de la relation amoureuse passagère, puisqu'ils se sont généralement carapatés devant le premier obstacle,
slash conflit, slash frustration. Mais bon, on les embrasse quand même, hein. Oui. Bisous, les gars. Alors maintenant que les définitions sont posées et les premières bombes larguées, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Dans la première partie de son livre, Jean-Georges Lemaire nous propose donc de décortiquer les mécanismes à l'œuvre dans le choix du partenaire. Un des mécanismes les plus répandus dans la conscience populaire est celui par lequel le conjoint est choisi en référence directe à l'image du parent de sexe opposé, coucou, Oedipe. Cette référence peut être positive à l'image de cette patiente, fille d'un officier de marine en totale admiration devant son père, et qui épousera elle-même un officier de marine, avec lequel elle ne parviendra jamais à avoir de relations sexuelles, et on la comprend. Mais la référence aux parents de sexe opposé peut également s'opérer de manière négative, à l'image de cette autre patiente ayant grandi aux côtés d'un père alcoolique et violent. Bien que dans son projet conscient, cette patiente ait recherché la compagnie d'hommes non violents, ses attitudes inconscientes l'avaient finalement amenée à établir des relations avec des hommes dont les pulsions sadiques latentes se réveillaient systématiquement à son contact. Après avoir quitté péniblement chacun des hommes qui la battaient, la patiente trouva finalement un équilibre auprès d'un homme dont les pulsions violentes s'exprimaient au travers du fantasme et non dans la réalité. Dans les préludes amoureux, cet homme manifestait régulièrement le désir de frapper sa compagne, sans évidemment passer à l'acte. Et, je vous le donne en mille, c'est seulement avec cet homme, et dans ce contexte très précis, que la patiente éprouva ses toutes premières satisfactions sexuelles. Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche ce mignon-là. Et donc c'était juste avant, c'était Fais-moi mal, donc de Magali Noël et Boris Vian, Fais-moi mal Johnny, qui illustrait du coup ce que tu disais juste avant, Fanny. Alors après, moi, je poserai des questions après. Bah vas-y, continue. Ouais, je sais pas. Ouais, non, c'était justement, je voudrais que tu reviennes un peu sur une phrase que tu as dit juste avant, sur justement le fait que inconsciemment, certaines femmes reproduisaient en effet des conscientisation du coup de leur vie de l'enfance et de l'adolescence, notamment au travers des partenaires qui peuvent ressembler du coup au père, en tout cas là ce dont tu citais. Et est-ce que du coup c'était aussi, est-ce que finalement, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Du coup, les hommes... T'as l'impression que ça culpabilise peut-être la femme, non? Alors, non, mais justement, oui, est-ce que aussi que c'était dans la formulation, je suis assez d'accord. Ouais. Je me suis dit, est-ce que du ça coup, va devenir... c'est de sa faute en fait si elle se fait frapper. Non. Ouais. Est-ce que ça réveille chez des hommes aussi? Tu vois, c'est c'est ça en fait. A priori, c'est ça. C'est que sans doute, les hommes sentent en fait dans son attitude. Enfin. C'est vraiment ce qu'il explique, hein, qu'au contact des uns ou des autres, on réveille en soi des attitudes de ce qu'il appelle latentes. Et en l'occurrence, là, cette patiente qui était consciemment en recherche d'un homme, tendre, voilà, tout ce qu'on peut attendre d'un homme pas violent en tout cas. Au final, la pauvre, elle tombait. D'ailleurs, il dit dans le bouquin, elle se présente en disant qu'elle est tombée. Le premier homme avec qui elle a eu une histoire, elle dit, je suis tombée sur un homme qui, en l'occurrence, était violent et alcoolique. Et il y a tombé entre guillemets comme pour dire. Est-ce que il y a pas vraiment de hasard? Sans doute qu'il y a, c'est vraiment tout le sens du bouquin de dire qu'il y a dans notre inconscient des choses. Est-ce qu'aussi, finalement, il n'y a pas chez ces femmes-là, des mécanismes qui font que finalement, elles vont être plus à même de alors, c'est un peu compliqué, hein, ce que je dis, faut le prendre avec des pincettes, mais est-ce que du coup, c'est des femmes qui vont pas être plus patientes, justement, tu vois, plus à même, du coup, de se dire, c'est moins grave. Tu vois, parce que moi j'ai vécu ces mécanismes, ces mécanismes-là, je les ai connus dans mon enfance et mon adolescence. Du coup, je vais me dire peut-être plus facilement c'est moins grave plutôt que quelqu'un qui aurait pas vécu. Tu vois ces schémas-là. Alors après je sais pas, c'est le degré de tolérance, oui, en fonction et de ça, ce que chacun vit. Ouais. Il y a forcément il y a et une ça part de ça. C'est marrant parce que quand tu dis ça renvoie aussi à un autre truc dont j'ai pas parlé dans la chronique, mais dans le livre à un moment donné, il évoque aussi cette question de la norme, c'est-à-dire il dit voilà, pour ce qui va être de l'ordre de la norme pour certains couples va être anormal pour d'autres, et que ça en fait c'est un curseur qui se déplace en fonction des partenaires et des expériences, donc c'est un peu la même idée. Bien sûr, de ce qu'on peut supporter. Selon ce que tu as vécu et selon ce que l'autre a vécu. Chaque être est unique. Alors on imagine l'association de deux êtres, ça forme, on dit souvent le 1 + 1 = 3, on forme une troisième entité.
C'est complexe, ce sujet du C'est couple. complexe. Tu poursuis. Oui, je poursuis. Parce que le livre donc de Jean-Georges Lemaire décrit ensuite un phénomène passionnant qui est lui aussi propre à la rencontre amoureuse, c'est celui de l'idéalisation. Ce phénomène trouve sa source dans les tout premiers instants de l'existence psychique et affective du nourrisson. D'après ce que j'ai compris, pour se construire, le tout petit enfant passe par une phase d'idéalisation de sa mère, ou à défaut de son substitut. Ce processus d'idéalisation vise à maintenir le caractère totalement bon de la mère, quitte à détacher d'elle tout ce qui pourrait apparaître comme néfaste. De la même manière, je cite, « Au moment du coup de foudre, il s'agit de supprimer radicalement toutes les situations de déplaisir et de nier tous les aspects insatisfaisants de l'objet par le déni. » L'objet, c'est le partenaire, hein, oui, on a compris. J'avais compris. Il utilise les termes objet et sujet pour définir les deux partenaires. Tout l'univers psychiatrique et psychanalytique utilise quand même souvent la notion d'objet. Ces termes-là. Ouais. On n'en veut pas trop à Jean-Georges, du coup. Non, ça va. Ça reste dans la norme psychanalytique. Et donc, il n'y a guère de lien amoureux sans cette forme de surévaluation du partenaire et sans cette euphorie annulatrice d'anxiété accompagnant le projet initial du couple. Mais ce processus d'idéalisation si fondamental au tout début de la relation perdure parfois bien au-delà de cette période, et c'est là où les choses se compliquent. Car pour que la relation s'inscrive dans la durée, il est absolument nécessaire que le sujet parvienne à sortir de cette vision fantasmée de son partenaire, ce qui équivaut un peu à en faire le deuil. Cette capacité à vivre l'équivalent d'un deuil, nous dit Jean-Georges Lemaire, apparaît ainsi comme le véritable critère permettant d'apprécier le degré de maturité suffisante pour que le sujet soit susceptible de s'engager dans un processus amoureux de plus longue durée. Accepter de reconnaître l'imperfection de l'objet, son caractère non totalement satisfaisant, c'est accepter de reconnaître à son égard des sentiments ambivalents, c'est-à-dire des sentiments potentiellement hostiles au sein même de la relation amoureuse. Mais voilà, certains d'entre nous ont tellement besoin de préserver cette image idéalisée de l'être aimé qu'ils choisissent de limiter leur relation avec ce dernier. En effet, le rencontrer en d'autres circonstances, en d'autres lieux, en d'autres temps, supposerait courir le risque de perdre cette image idéalisée. Aussi se comportent-ils de manière à éviter cette circonstance à tout prix, quitte à réduire leur relation à un aspect tout à fait limité et partiel. Ainsi réagissent de nombreuses personnes qui, soit pour des raisons structurales, soit pour des raisons liées à leur toute première histoire, n'ont pas pu établir une relation ambivalente suffisamment solide avec un objet dont l'affection et la constance permettent de corriger la douleur de ces perceptions ambivalentes. Ainsi, certains individus se blindent contre une éventuelle nouvelle perte d'amour en s'interdisant de s'engager pleinement dans une relation dont ils tireraient pourtant de nombreux bénéfices. Carencés et blessés de manière répétitive, ils se protègent d'un éventuel arrachement en se privant de l'affection dont ils ont pourtant une si grande soif. C'est, nous dit Jean-Georges Lemaire, un phénomène que l'on observe par exemple chez les enfants abandonnés de l'aide sociale à l'enfance. À l'inverse, on rencontre des cas où l'idéalisation du partenaire et le déni de ses défauts se prolongent en un véritable déni de réalité. C'est ce qui se produit quand un de vos amis reste profondément convaincu que l'objet de son amour est totalement bon et satisfaisant malgré toutes les preuves du contraire que vous pourrez lui apporter. Euphorie, enthousiasme, débordement d'activités, de projets, dynamisme inépuisable, impression de transformation, de toute puissance, la perte de contact avec la réalité est telle qu'aucun signe contradictoire ne peut tempérer cette crise hypomaniaque. On imagine assez bien le désarroi dans lequel se trouveront plongés les deux partenaires une fois le charme rompu. Quand finira par disparaître la réaction maniaque, nous dit le psychiatre, et que réapparaîtra l'ambivalence, l'objet risque alors d'être découvert dans sa pauvreté. Et faute de se montrer suffisamment bon, il sera rejeté radicalement comme entièrement mauvais. Le partenaire sera jugé à travers un prisme inverse, accusé de trahison en ce qu'il ne correspondra plus à l'image primitivement aimée, qui, seule, avait été idéalisée. Je suis déçu. Je suis déçu. Déçu. Qu'est-ce que je suis déçu? Je suis profondément déçu. Allez. Très, très déçu. Oui, ça va aller. Je crois Vous l'avez qu'il reconnu est déçu. Est-ce que vous avez reconnu la voix? Alors oui, c'était Christian Clavier, non? Non. Ah non, j'ai cru que c'était Christian Clavier. Non, c'est une scène assez culte de Gazon maudit. Ah oui. D'accord. Donc c'était Alain Chabat. Alain Chabat, oui, oui. quand il énormément. découvre que sa charmante femme a une relation
Avec une autre femme. Avec une autre femme. Josiane Balasco. Voilà, c'est d'ailleurs elle qui a réalisé Un gazon maudit en 1995. Tout à fait. Avec Miu Miu et Josiane Balasco, si je me trompe pas. Victoria Abril. Oui, non, c'est Victoria Abril, Ouais, pardon. c'est ça, c'est Autant Victoria pour moi, Abril. oui. C'est ça. J'adore, il y a plein de répliques cultes. Ah, il est excellent. On l'a revu, je l'ai revu il y a pas très longtemps et justement en le revoyant avec des amis, on se disait mais il y a tout dans ce film en fait. Ouais. En Oui, termes de féminisme, d'ouverture d'esprit, il est en fait il est à la fois très drôle. Oui, il est pas lourd dans son humour en fait sur justement ces thématiques-là. Je pense que c'est le genre de film qui vieillit bien, qui peut Oui. traverser les époques. Ouais, il y a vraiment, il contient tout en fait. Enfin, il y a des tas de phrases qui sont hyper pertinentes aujourd'hui, quoi. Donc, à revoir à l'occasion, si vous Tout à avez. fait. En plus, c'est vraiment drôle, on passe un bon moment. Alors, je sais pas vous, mais personnellement, moi, j'ai souvent été quittée au seul motif que je n'étais plus la même qu'au tout début de la relation. S'il est évident que, comme tout un chacun, j'ai probablement fait en sorte de me montrer sous mon meilleur jour au début de chacune de mes relations, je comprends aujourd'hui que j'ai sans doute aussi été victime de grands idéalisateurs. Le défi pour moi serait alors de comprendre pourquoi le vent me pousse systématiquement dans les bras d'hommes qui ont cette tendance à me surévaluer à l'extrême au point d'être incapable de rester à mes côtés au-delà de la période d'idéalisation. Je vous avoue que je commence à avoir ma petite avis sur la question, mais je le garde pour moi. Finalement, il semblerait que dans un certain nombre de cas, le choix du conjoint s'opère un peu par la négative, comme un rempart contre le risque d'un amour trop intense. Je vous avoue que c'est un processus dont j'ai le sentiment d'avoir été victime au moins une fois dans ma vie amoureuse. Attention, je vais me confier là. Confidence. Confidence. Il y a quelques années, beaucoup d'entre vous le savent, je me suis fait larguer par un garçon avec lequel je partageais à peu près tout. Nous avions une relation très fusionnelle, une grande connivence intellectuelle, une forte admiration réciproque. Pourtant, au bout d'un an et demi, pour tout un tas de raisons plus ou moins légitimes, ce garçon a fini par me quitter, au profit d'une fille à laquelle il me semblait finalement bien peu attaché sur le moment. Alors ce n'est évidemment que mon ressenti, mais d'après ce que nous dit Jean-Georges Lemaire, ce type de phénomène est plutôt courant. La crainte d'être dévoré, dit-il, résume le vécu existentiel de bien des sujets. Ainsi peuvent sans doute se comprendre un nombre relativement important de mariages établis sans qu'apparemment les liens affectifs soient très intenses entre les partenaires. Sans parler ici de mariage de raison, on voit se fonder des couples entre des partenaires n'ayant entre eux que des liens superficiels. Tout se passe comme si certains sujets se sentaient trop fragiles pour se hasarder seuls dans une existence ressentie comme trop difficile, mais redoutant tout autant un engagement amoureux chargé d'émoi, ils trouvent un compromis en élisant un partenaire de caractère semblable qui leur permette un minimum de lien, suffisant pour les aider sur le plan de leur existence sociale, mais pas assez dense pour provoquer un ébranlement. Alors que moi, vous l'aurez compris, l'ébranlement, le grand chamboulement, c'est mon dada. Mais alors, pourquoi certains d'entre nous sont-ils si effrayés par le grand amour ? Eh bien voilà, un solide sentiment de son existence, de sa réalité, de son identité est nécessaire pour que l'être humain soit capable d'établir une relation véritable avec autrui sans se sentir menacé. Le sujet, fragile sur l'un ou l'autre de ses plans, se sent constamment menacé et constamment obligé de préserver son insuffisante identité et sa vie mal différenciée. Il est affecté par toutes sortes d'événements, et plutôt que de chercher d'abord satisfaction dans sa relation à autrui, il se sent avant tout obligé de se préserver. L'engloutissement lui apparaît comme un risque qu'il court en étant compris, en étant aimé, voire simplement en étant vu. Il peut craindre d'être haï, mais être haï est souvent à ses yeux moins dangereux qu'être détruit en étant englouti par l'amour. Ce comportement trouve, semble-t-il, encore une fois, son origine dans l'enfance, dans un rapport inadapté de la mère ou de son substitut à l'enfant, dans des cas de négligence ou au contraire de possessivité. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. Ah, l'amour. L'amour. Pardon. Sandwiches. Vous êtes toujours donc sur Radio Résonance 96.9 FM, donc dans l'émission Sandwich, et nous sommes en ce moment même sur une chronique sur le couple avec notre avocate du diable préférée. Et je te laisse continuer, Fanny. Oui, vous avez encore un peu de jus parce que c'est long un peu peut-être. Non, mais c'est pas grave, c'est très bien. C'est génial d'avoir c'est très bien. C'était tous ces mécanismes qu'on a tous ressentis, qu'on a tous déjà vécu ou qu'on voit même sur d'autres couples autour de nous, et dans une étude un petit peu plus poussée que juste. Puis j'ai plein de références là, j'ai regardé des trucs
récemment, donc je vais pouvoir faire des petites Cool. références à la fin de la chronique. Yes. Donc jusque-là, on a abordé surtout la partie individuelle en fait, des problématiques. Et donc à ces analyses psychanalytiques individuelles, il est maintenant nécessaire d'associer une analyse systémique. En effet, le couple est avant tout un système complexe à l'intérieur duquel se jouent de multiples rapports de force. Le couple, que Jean-Georges Lemaire appelle aussi une dyade, c'est un mot que j'avais jamais entendu, est avant tout un groupe. Or, je cite, « Tout groupe fonctionne autour d'un équilibre qu'il tend à rétablir dès qu'un changement s'introduit, comme si, en tant que tel, le groupe résistait à toute perturbation le concernant. » Les perturbations d'ordre sexuel, entre autres, permettent d'entrevoir l'enchevêtrement de ces mécanismes réciproques. Dans la plupart des cas, les partenaires qui consultent pour une problématique sexuelle s'accordent à faire porter le chapeau à un seul d'entre eux. Pourtant, la guérison entre guillemets, du partenaire incriminé n'aboutit pas toujours à la résolution du problème pour le couple. L'amélioration du partenaire considéré comme responsable du problème est généralement suivie de l'apparition d'un trouble équivalent chez le partenaire sain. C'est un peu le principe des vases communicants. En fait, bien souvent, les deux partenaires rencontrent des difficultés de même ordre, celle de l'un demeurant masquée par celle de l'autre. C'est même parfois par ce mécanisme de défense inconscient que se structure le couple. En choisissant un partenaire présentant les mêmes défaillances que soi, si possible à un degré plus élevé, on s'épargne une douloureuse remise en question personnelle. J'insiste, ce sont des phénomènes tout à fait inconscients, mais pour Jean-Georges Lemaire, il est clair qu'un couple peut tout à fait se structurer autour d'une faiblesse commune. Mais il est également nécessaire de comprendre que le couple se structure autour de rôles que chacun des partenaires contribue à définir et dont chacun d'entre eux tire parti. D'après l'allemand Richter, qui est cité dans ce livre, le rôle serait l'ensemble structuré de ce que, consciemment ou inconsciemment, chaque partenaire attend de l'autre. L'attribution ou l'acceptation d'un rôle peut être utilisée en tant que compensation par chacun des partenaires afin de le débarrasser d'une tension conflictuelle individuelle. Parmi les différents rôles que peuvent endosser les partenaires, certains sont particulièrement courants. Par exemple, celui qui accepte le rôle substitutif est chargé de compenser ou de réparer la frustration ou la déception laissée par une relation antérieure. Par exemple, un parent ou plus simplement un ex. C'est ce qu'on appelle communément la relation pansement. Un individu A, blessé par l'abandon d'un précédent partenaire, trouve du réconfort auprès d'un individu B, lui-même valorisé dans ce rôle de bienfaiteur. Bien entendu, un tel couple a peu de chances de durer, l'équilibre protecteur-protégé étant amené à disparaître avec l'amélioration de l'état psychique de A, dont le comportement deviendra alors incompatible avec l'attitude protectrice de B. C'est technique, tout ça. Oui, mais c'est très clair. Alors ensuite, on trouve ce qu'on appelle le choix narcissique. Alors, dans le cadre de ce choix, on peut décrire la situation où un partenaire demande à l'autre d'être une copie conforme à l'image qu'il se fait de lui-même, image en général très surévaluée, à laquelle son partenaire peut cependant adhérer pendant la phase d'idéalisation, où le système critique fonctionne très mal. Il va sans dire que les couples établis sur de telles bases vont également au-devant de grosses difficultés. Enfin, avec le rôle que Richter appelle celui de la partie faible, on retrouve l'idée du choix du partenaire par la défaillance évoquée un peu plus tôt. La clinique montre souvent l'existence de couples dans lesquels un des partenaires paraît manifester de grandes qualités, en particulier d'activité de dévouement, d'intelligence, etc., tandis que l'autre partenaire se laisse un peu aller, vit plus ou moins en parasite du premier et montre des côtés particulièrement déplaisants ou parfois franchement dépressifs. Tout se passe comme si le couple s'était organisé de telle manière que les rôles soient distribués en distinguant une partie forte et une partie faible. Dans cette hypothèse, on a affaire à une personne A, qui a des difficultés avec elle-même et tente de lutter contre ses points faibles, une inhibition, des tendances à la passivité, des attitudes dépressives. Elle est alors soulagée lorsqu'elle s'attache à une autre personne B qu'elle ressent comme une caricature d'elle-même et qui présente de plus grandes dispositions à l'inhibition, à la passivité ou à la dépression. La première, A, trouve une grande satisfaction à voir qu'elle n'est pas aussi passive, inhibée et dépressive qu'elle pouvait le croire. Quant à l'autre, B, elle éprouve des satisfactions par l'intermédiaire d'identification narcissique et dans le cadre d'une véritable guérison par l'amour, comme Freud l'avait évoqué. Décrit comme ça paraît un peu caricatural, on est d'accord ? Oui. Mais en tout cas, dans cette structure de couple, chacun donne à l'autre d'importantes satisfactions, mais à des niveaux différents, et s'organise ainsi un système qui peut être remarquablement stable, même s'il n'est pas compris par tous les observateurs extérieurs. Et donc, cette organisation n'est pas figée. Bien au contraire, il arrive fréquemment que la distribution des rôles entre parties fortes et parties faibles s'inverse, renforçant la stabilité du couple ainsi structuré. On retrouve par ailleurs ce mécanisme chez les couples dits à bascule,
où deux individus de tendance dépressive cyclique alternent les deux rôles. Quand l'un des partenaires traverse une période dépressive aiguë, l'autre sort lui-même de cette phase pour adopter une attitude dite normale, voire hypomaniaque, et vice-versa. Alors si le comportement décrit ici prend appui sur deux partenaires présentant une fragilité psychique, ce phénomène de bascule se retrouve en réalité chez la plupart des couples. Pour conclure, ce qui oriente le choix du partenaire, c'est l'espoir inconscient d'être soulagé des conflits intrapsychiques par l'utilisation du partenaire élu. Tout se passe comme si l'inconscient de chaque individu percevait dans l'inconscient de l'autre une série de conflits intérieurs. Si ces conflits sont, pour une part, analogues aux siens propres, et qu'il ressent chez l'autre une manière différente d'y réagir, l'individu se trouve alors puissamment attiré vers cet autre, avec une forte chance de réciprocité. Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourrait me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères... Les sorcières de George Sand.